We make no pretense at rehabilitation here. We're not priests, we're processors. A meat packer processes live animals into edible ones. We process dangerous men into harmless ones. This we accomplish by breaking you. Breaking you physically, spiritually, and here. All present accounted for, sir. Thank you, Captain. Accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, Henri Charrière, dit Papillon, un malfrat de petite envergure, est condamné aux travaux forcés à perpétuité au bagne de Cayenne, en Guyane française. Lors de l'éprouvante traversée à bord du navire La Martinière, il se lie avec Louis Degas, un célèbre faussaire qui transporte avec lui une importante somme d'argent astucieusement dissimulée. Degas sait qu'il peut être tué et dépouillé à tout moment par les autres prisonniers. Papillon lui propose alors d'être son garde du corps en échange de quelques billets, car à peine débarqué en Guyane, il n'a qu'une idée en tête, s'évader de ce camp situé en pleine jungle. Pour y parvenir, il compte acheter un bateau et tente de corrompre un trafiquant lors d'une chasse aux papillons organisée par la colonie pénitentiaire. Quand il se rend au point de rendez-vous, Papillon tombe dans un traquenard qui lui vaut 2 ans d'isolement dans d'atroces conditions. Degas lui fait alors passer clandestinement de la nourriture, mais lorsque la contrebande est découverte, le directeur plonge la cellule de Papillon dans l'obscurité pendant 6 mois et réduit de moitié ses rations, croyant que cela l'obligera à révéler le nom de son bienfaiteur. Mais Papillon refuse de dénoncer Degas. Il ne se décourage pas pour autant et se montre plus que jamais déterminé à fuir cet enfer. Oiga. Amigo. Franklin C. Schaffner était un réalisateur américain particulièrement talentueux et créatif, né le 30 mai 1920 à Tokyo. De parents missionnaires américains, il a grandi au Japon jusqu'à l'âge de 5 ans, puis s'installe aux États-Unis avec sa famille. Plus tard, il est admis à l'université pour étudier le droit, mais après son service dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale, Schaffner décide d'abandonner ses études. C'est presque par hasard qu'il obtient un poste d'assistant réalisateur pour un film documentaire qui lui ouvrira les portes de la chaîne CBS, où il réalisera lui-même des documentaires pour la télévision, avant de passer derrière la caméra pour son premier long-métrage en 1963, Les loups et l'agneau, qui sera également sa première collaboration avec le compositeur Jerry Goldsmith. L'année suivante, Schaffner réalise Que le meilleur l'emporte, puis se lance en 1965 dans son premier film à gros budget, Le Seigneur de la guerre, avec Charlton Heston, qu'il retrouvera en 1968 dans l'inoubliable chef-d'œuvre à la planète des singes. Le succès du film au box-office incite la Fox à attribuer au réalisateur un autre blockbuster potentiel, Patton, qu'il réalise en 1970. Co-scénarisé par Francis Ford Coppola, Patton raconte l'ascension du controversé général pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film sera non seulement un succès commercial et critique, mais il remportera également 7 Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et celui du meilleur acteur pour George C. Scott, qu'il ne viendra pas chercher. C'est à ce moment-là que la carrière hollywoodienne de Schaffner atteint véritablement son apogée. En 1973, il réalise et coproduit Papillon, gros succès là encore. Il attendra 3 ans pour se lancer dans un nouveau projet adapté d'un roman d'Ernest Hemingway, L'île des adieux, avec de nouveau George C. Scott. Mais le public boude le film. Puis arrive Le Dérangeant, Ces garçons qui venaient du Brésil en 1978, un thriller de science-fiction mettant en scène le docteur Mengele qui tente de redonner vie à la puissance nazie. Clonage et manipulation génétique sont au cœur du film, qui sera nommé 3 fois aux Oscars mais n'en rapportera aucun. Malgré un score honorable au box-office, Schaffner ne retrouvera plus la motivation de ses débuts et les projets suivants seront moins ambitieux. En 1981, il change de registre avec le film d'aventure Sphinx, qui sera un énorme échec. Même sentence avec Yes Giorgio, qu'il réalise en 1982, avec en vedette le ténor Pavarotti.
Pour l'anecdote, c'est le John Williams de la Guerre des Étoiles qui composera la chanson titre du film. Ces deux échecs successifs mettront KO Schaffner, qui trouvera quand même la force de réaliser deux autres films, le pas terrible Lionheart en 1987, qui bénéficiera d'une sortie ultra limitée en raison de critiques négatives, et Welcome Home, un drame intimiste. Franklin Schaffner connaîtra une belle carrière de la fin des années 60 jusqu'à la fin des années 70, peu de films, mais plusieurs d'entre eux sont devenus des classiques comme Patton, Papillon, et bien sûr La planète des singes, qui a engendré et engendre encore tout un tas de séquelles, préquelles, reboots, séquelles de séquelles et reboots de reboots. Il est décédé en juillet 89, à l'âge de 69 ans. Whose prisoners you are, and from which there is no escape. First attempts at escape, add 2 years in solitary to existing sentences. Second attempts, add 5 more. Of course, more serious offenses are dealt with in this fashion. Personnage rebelle à l'écran, mais aussi dans la vie, Steve McQueen aurait fêté ses 94 ans le 24 mars prochain. Il est né en 1930 dans l'Indiana d'une mère travailleuse du sexe et d'un père cascadeur de cirque qui quittera très tôt le domicile conjugal. Le tout jeune Steve sera confié à ses grands-parents maternels avant que sa mère, qui vient de se remarier, récupère l'enfant quelques années plus tard. Le gamin, régulièrement battu par son beau-père, subira également des abus de la part du deuxième mari de sa mère. Une enfance difficile donc qui le mènera vers la petite délinquance, puis en maison de correction. Il sera placé 5 fois à l'isolement et dira plus tard s'être appuyé sur ses souvenirs lorsqu'il jouait les scènes les plus cool de la Grande Évasion. Après s'être enrôlé 3 ans dans le corps des Marines, il est libéré en 1950 et effectue plusieurs petits boulots peu glorieux, notamment celui de chauffeur pour des voleurs à la petite semaine ou de la vente d'armes de poing illégales. Il décide finalement de changer de cap et se rend à New York pour étudier le théâtre tout en participant à des courses de moto, sa grande passion. Ses débuts au cinéma se feront en 1956 dans le film de Robert Wise marqué par la haine, avec celui qui sera son amical concurrent au début des années 70, Paul Newman. Toutefois, il s'agit plus d'une figuration que d'un véritable rôle et ne sera pas crédité au générique. En 1960, il obtient le rôle principal dans une petite série B de science-fiction, Danger planétaire, The Blob en anglais. Mais c'est dans la peau d'un chasseur de primes qu'il connaîtra la popularité avec Au nom de la loi, diffusé aux États-Unis de 1958 à 1961. Néanmoins, le personnage de Josh Randall n'est pas né avec Au nom de la loi, puisqu'il avait déjà interprété ce rôle 2 fois dans Trackdown, une série avec Robert Culp en vedette. Entre 2 saisons, Steve McQueen, qui a alors 29 ans, tournera 2 films avec le réalisateur John Sturges, La proie des vautours en 1959, et surtout Les 7 mercenaires. Si McQueen n'a qu'un rôle secondaire, il tentera plusieurs fois de voler la vedette à Yul Brynner, ce qui déplaira fortement à notre chauve préféré. Le succès sera toutefois au rendez-vous et McQueen enchaînera avec L'Enfer est pour les héros de Don Siegel, avant de retrouver le réalisateur John Sturges en 1963 pour La Grande Évasion, autre grand succès commercial qui lancera définitivement la carrière de Steve McQueen. Même si les films suivants n'ont pas tous marché au box-office, il est devenu extrêmement populaire et sera même l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood au début des années 70. La même année que La Grande Évasion, il partage l'affiche avec Natalie Wood dans la comédie romantique Une certaine rencontre. Le réalisateur Robert Mulligan fera de nouveau appel à lui 2 ans plus tard pour le drame Le sillage de la violence. À partir de là, on le verra dans une poignée de classiques tels que Le Kid de Cincinnati de Norman Jewison, Nevada Smith de Henry Hathaway, l'excellent La Canonnière du Yangtze de Robert Wise qui vaudra à l'acteur sa première et unique nomination à l'Oscar, le non moins excellent L'affaire Thomas Crown de Norman Jewison, où il incarne un millionnaire qui braque des banques par goût du défi, et Bullitt, réalisé par Peter Yates. En 1969, il est la vedette du très sympathique Rêveurs de Mark Riddle, mais le film réalisera un score modeste au box-office. Passionné de moto donc, mais aussi de course automobile, il interprète et co-réalise une sorte de docu-fiction autour de la célèbre course des 24 heures du Mans. Le budget est conséquent, le tournage compliqué en raison des exigences de McQueen, qui feront fuir le réalisateur John Sturges, et le film sera au final un énorme échec commercial. L'année 72 sera pour Steve McQueen l'année Sam Peckinpah, puisqu'il tournera 2 films avec le réalisateur, tout d'abord le western Junior Bonheur, puis Guet-apens, un thriller âpre que j'aime beaucoup. McQueen a pour partenaire Ali Magro, qui sortait tout juste du succès de Love Story,
et qui deviendra son épouse peu après le tournage. Sorti en 1973, Papillon comme guet-apens réalise un excellent score au box-office et prouve que McQueen est un acteur toujours autant apprécié par le public américain. Son film suivant s'inscrit dans un genre qui a fait les beaux jours des studios au début des années 70, le film catastrophe. Après le succès de l'aventure du Poséidon, son producteur Irwin Allen se lance dans la superproduction La Tour Infernale, réalisée par John Guillermin. McQueen devait à l'origine interpréter l'architecte et Paul Newman le capitaine des pompiers, mais la star de Bullitt pensait que ce personnage était plus proche de lui. Irwin Allen cédera à sa demande et l'histoire ne lui donnera pas tort. La Tour Infernale sera un carton partout dans le monde, mais Steve McQueen souhaite désormais prendre ses distances avec le cinéma. Il refuse des rôles importants comme celui de Roy Neary dans Rencontre du troisième type de Spielberg, il sera remplacé par Richard Dreyfuss, celui du colonel Kurtz dans Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, rôle repris par Marlon Brando, ou encore Le Convoi de la peur de William Friedkin, qui le remplacera par Roy Scheider. Spielberg avait gardé des liens avec Steve McQueen et je suis persuadé qu'avec quelques années de moins, il aurait été son premier choix pour jouer Indiana Jones. Entre La Tour Infernale et son décès qui surviendra 6 ans plus tard, il sera à l'affiche de seulement 3 films, Un ennemi du peuple en 1976, un drame inédit en France avec un McQueen totalement méconnaissable, malheureusement le public ne se déplacera pas dans les salles. Il faudra attendre 1980 pour le revoir au cinéma dans Tom Horn, un western crépusculaire de William Weird. Peu après le tournage de son dernier film, Le Chasseur, McQueen apprend qu'il est atteint d'un cancer incurable. Il tentera le tout pour le tout en se faisant opérer au Mexique, mais son cœur ne résistera pas. Il décédera le 7 novembre 1980 à seulement 50 ans. Je me souviens du choc ressenti en apprenant la nouvelle car c'était à ce moment-là un de mes acteurs préférés. Steve McQueen était une star complexe, charismatique et fragile malgré les apparences. Parfois ingérable sur les tournages et malgré une vie sulfureuse, cette tête brûlée au regard magnétique incarnait à merveille le genre d'anti-héros dont raffolaient les Américains. How much you charge to send this one as far as Panama? Guard, come here a minute. Don't turn me in for Christ's sake. I got 1,000 for you. I didn't hear you. I said I got 2,000. On me, right now. What's the trouble? Je vais simplement situer Papillon dans la filmographie de l'acteur qui avait déjà connu le succès avec Le Lauréat et Les Chiens de paille. Le film qui précède Papillon est une comédie italienne, Alfredo Alfredo, de Pietro Germi. Celui qui suivra est Lenny, réalisé par Bob Fosse en 1974. Comme toujours, Hoffman a fait des recherches approfondies pour le rôle et a passé des semaines à la Bibliothèque publique de New York à lire tout ce qui se trouvait sur les étagères concernant les colonies pénitentiaires françaises. Jesus. Is that all you've got to say? What do you expect me to say? That man risked his life to save mine. For me, that's a new experience. These may work better than I had hoped. On notera aussi la présence de 2 acteurs relativement connus, Don Gordon, un habitué des seconds rôles, qui avait déjà croisé Steve McQueen dans Bullitt, et qu'il croisera de nouveau dans La Tour Infernale. Il sera également à l'affiche de La Malédiction finale et de L'Exorciste la suite. Et enfin, Anthony Zerbe, qui interprète le lépreux et qui a tourné dans un grand nombre de séries télé et de films dont Le Survivant, Le Flic ricanant ou Dead Zone. À l'origine du film, il y a Henri Charrière, un petit délinquant qui fut condamné à Paris en 1931 pour le meurtre d'un proxénète. Bien que Charrière ait toujours soutenu qu'il avait été accusé à tort du crime, il a été condamné à la réclusion à perpétuité dans le tristement célèbre bagne situé en Guyane française, où il fera plusieurs tentatives d'évasion et passera au moins 2 années à l'isolement. Il sera finalement libéré en 1945. La colonie pénitentiaire de Guyane française, créée par l'empereur Napoléon III en 1852, a été fermée par le gouvernement français en 1952. Charrière décide d'écrire ses mémoires, qui constituent également une condamnation du système pénal français, bien qu'une grande controverse ait été suscitée lorsque la véracité du livre a été remise en question par plusieurs sources, notamment le témoignage d'autres bagnards. On peut donc dire du livre qu'il est une autobiographie très largement romancée des années de bagne de Charrière.
C'est l'éditeur Robert Laffont qui permet au livre de voir le jour en 1969. Vendu à plus de 17 millions d'exemplaires dans le monde, ce passionnant récit attire inévitablement les producteurs français et américains, ce qui provoque une guerre d'enchères pour acquérir les droits en vue d'une adaptation cinématographique. La société Continental Distributing, dont la vocation première est de distribuer des films étrangers aux États-Unis, récupère les droits pour 550 000 $. La réalisation devait être confiée à Roman Polanski avec Warren Beatty dans le rôle de Papillon, et Robert Laffont avait négocié le poste de coproducteur. Mais Continental Distributing se heurte aux problèmes de financement et doit se résoudre à céder les droits du livre pour 600 000 $ au Français Robert Dorfman, le producteur entre autres de La Grande Vadrouille et du Cercle Rouge. Cette fois, Terence Young est envisagé à la réalisation et Charles Bronson dans le rôle principal. Les deux hommes venaient de tourner Soleil Rouge, produit bien entendu par Dorfman. Finalement, Franklin Schaffner est appelé derrière la caméra et sera également crédité comme coproducteur. C'est d'ailleurs lui qui pensera à Steve McQueen pour le rôle titre. Papillon devient donc une production franco-américaine avec la United Artists qui récupère le projet et les films Corona, la société de Robert Dorfman. C'est l'incontournable scénariste William Goldman qui est chargé d'adapter le livre. Goldman en a fait une adaptation fidèle, trop peut-être pour Schaffner, qui souhaite s'en démarquer un peu plus. Lorenzo Semple Jr., futur scénariste des 3 jours du Condor et du King Kong version 76, est alors appelé à la rescousse. Il sera rejoint plus tard par Dalton Trumbo, une des plus célèbres victimes du McCarthyisme, qui venait de terminer la réalisation du film choc Johnny s'en va en guerre. Trumbo sera d'ailleurs présent sur le tournage pour réécrire certaines séquences quand cela était nécessaire. En définitive, le film s'écarte considérablement du livre. Le changement le plus important concernait le personnage de Louis Degas, interprété par Dustin Hoffman, qui dans le livre a un rôle mineur et n'a accompagné Charrière dans aucune de ses tentatives d'évasion. Le rôle de Degas a été développé dans le seul but de convaincre Hoffman d'intégrer le casting. They are totally different human beings, totally different characters, with different aims, different principles, different drives in life. Papillon is the resistor. I'm the opposite. I'm the man who... It's interesting because I've always thought of my character, though he is a criminal, a forger. He's a very conservative man. He's an establishment man. Move that light 2 feet to the left. I think incidentally both of them are quite remarkable. The chemistry is enormously interesting, enormously stimulating, at least for me. Scene 46, sound 17, take 1. Concernant le salaire des acteurs, Steve McQueen a été payé 2 millions de $ pour son rôle, Hoffman un peu plus d'1,2 million et Franklin Schaffner 750 000 $. McQueen fut le premier acteur à recevoir 2 millions de $ pour un film. L'essentiel du tournage s'est déroulé en Espagne, puis à la Jamaïque pour les scènes du bagne. Le chef décorateur et le directeur artistique ont passé plus d'1 an à rechercher et à superviser la construction de l'immense décor de la prison, fidèlement recréé à partir des plans originaux et qui mesurait plus de 240 mètres de long. Le bateau prison que l'on voit au début du film est en réalité un cargo qui naviguait dans les Caraïbes et qui présentait une ressemblance frappante avec le navire original, la Martinière. Plus de 1000 figurants ont été utilisés dans les scènes tournées en Espagne, dans lesquelles les condamnés montent à bord du bateau prison pour être transportés vers la colonie pénitentiaire française. C'est Fred J. Camp qui occupe le poste de chef opérateur. Schaffner avait déjà travaillé avec lui sur Patton, et les deux hommes poursuivront leur collaboration sur 3 autres films. Camp a fait la photographie d'une trentaine de films, dont La Tour Infernale, pour lequel il remportera un Oscar, Amityville, version 79, ou Le Vol de l'intrudeur. Watch out for the rocks, Lou. Watch it. No, we're fine. Look at the low position. All right, drop down. Hard. Up and down. Let's go. Clear everybody out, Pete. That one came up pretty high. Look, Pete, duck down. Fait rare, Papillon a été tourné dans l'ordre chronologique, ce qui a fait logiquement monter le budget. L'avantage pour les acteurs, c'est qu'ils peuvent suivre l'évolution psychologique de leurs personnages sans rupture dans le temps. 2 anecdotes pour terminer. La vraie épouse de Hoffman, Anne Byrne, fait ses débuts à l'écran en tant qu'épouse de Dustin Hoffman qui lui fait ses adieux alors qu'il monte à bord du navire. Pour les séquences dans lesquelles les prisonniers chassent les rares papillons bleus Morphus, 2500 papillons ont été importés d'Amérique du Sud. You broke your leg? Well, why didn't you say something? Oh, I had the unworthy suspicion you might be behind. You're goddamn right I would have. It's broken, all right. Now, we've got to set this. I need your help. I presume it'll be somewhat painful. You bet it will.
Look, I ask you to remember that that's my money that's sinking, and that I'm here out of an act of unnatural heroism which prevented a guard from shooting you. He probably would have missed me anyway. Il s'agit de la 4e collaboration entre Goldsmith et Franklin Schaffner, après Les Loups et l'Agneau, La planète des singes et Patton. Le thème principal est une valse parisienne à la Debussy, accompagnée par un accordéon et des cordes portant la mélodie, avec le soutien d'un clavecin. Ce thème, d'une beauté incroyable, est l'une des pièces les plus lyriques jamais écrites par Goldsmith. Sujet oblige, la partition comporte aussi quelques moments plus sombres et des passages d'action avec l'utilisation de percussions exotiques et de cuivres dissonants. Plusieurs éditions CD de la musique ont vu le jour. La plus récente a été produite en 2017 et contient l'intégrale de la partition. Parmi les pistes incontournables en dehors du thème principal, il y a Catching Butterfly et sa merveilleuse écriture pour la section des bois, Gift from the Sea, 8 minutes de bonheur avec sa flûte solo, ses petites percussions et ses cordes délicates, et bien sûr la scène finale qui reprend le thème du film de manière plus héroïque. Nominé aux Oscars, c'est malheureusement Marvin Hamlisch qui l'emportera pour nos plus belles années. Avec Papillon, Jerry Goldsmith amène l'auditeur dans un passionnant voyage émotionnel et introspectif. Une BO indispensable. Il n'y a aucune différence entre l'affiche française et l'affiche américaine. Les deux vedettes sont logiquement mises en avant et seule la couleur de fond change. Une autre affiche américaine, plus austère, a été utilisée pour la seconde exploitation en salle. L'affiche italienne représente un papillon avec à l'intérieur le visage des deux acteurs et en arrière-plan quelques images tirées du film. L'affiche argentine reprend l'idée de l'italienne, mais ajoute une image qu'on voit à peine 2 secondes dans le film et montrée en gros plan. La japonaise n'apporte rien de plus, on retrouve toujours les deux acteurs, mais cette fois McQueen apparaît plus menaçant avec son couteau, comme pour dire au public japonais que la star ne va pas se laisser maltraiter sans rien faire. La roumaine est la plus dépouillée, juste une image dessinée de l'acteur derrière des barreaux et un papillon. Mais la plus originale, j'ai même envie de dire la plus belle, est encore américaine, bien que je n'ai pas pu savoir à quelle occasion elle a servi. Sobre, efficace et qui résume assez bien le film. Le budget du film était de 13 millions de dollars. Il est sorti aux USA le 16 décembre 1973 et connaîtra un beau succès public avec 22 millions de dollars et un total monde de 53 millions. En France, Papillon sort le 6 février 1974 et déplace les foules puisqu'il a réalisé près de 4 millions d'entrées. Contrairement aux USA, ce n'est pas la version intégrale du film que les spectateurs français ont vu en salle puisque plusieurs scènes ont été coupées. Alors je n'ai trouvé aucune explication à cette censure. Ces scènes sont situées essentiellement à la fin, entre autres un passage où un prisonnier interpelle Papillon pour lui dire qu'il est assis sur le même banc que le capitaine Dreyfus. Toutefois, c'est bien la version intégrale que l'on retrouve sur le DVD et le Blu-ray français. Aux États-Unis, le film a d'abord été classé R, l'équivalent du moins de 16 ans chez nous, mais la United Artists a fait appel de cette décision et le film a été réévalué PG, donc moins de restrictions pour le jeune public. En France, le film a été interdit aux moins de 13 ans. Alors c'est clairement la violence psychologique et certains passages éprouvants qui ont justifié l'interdiction. Aujourd'hui encore, cette violence psychologique reste dérangeante. Il y a peu de violence graphique, même si 1 ou 2 scènes font leur petit effet.
Papillon fait partie de ces classiques des années 70 qui ont résisté à l'épreuve du temps. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas un film sur l'évasion, mais plutôt le portrait d'un homme et de ses co-détenus placés dans des conditions les plus inhumaines, indignes et odieuses. Le récit semi-autobiographique de Charrière explore la brutalité des établissements pénitentiaires du XXe siècle qui se concentraient sur la dégradation complète des détenus plutôt que sur leur réhabilitation. L'épopée de 2h30 de Schaffner est donc avant tout une histoire de survie. Pour incarner les bagnards, Papillon et Degas, il fallait deux stars aux personnalités opposées. D'un côté, Dustin Hoffman, qui interprète un personnage sensible et quelque peu naïf, et surtout Steve McQueen, qui, en dehors de 2 ou 3 courtes scènes, est présent de la première à la dernière image. Les deux stars livrent ici une performance exceptionnelle et se complètent merveilleusement bien. Il y avait bien sûr une forme de compétition entre eux, malgré leur détermination à se comporter de manière professionnelle l'un envers l'autre. Néanmoins, Hoffman qualifiera leur relation de rivalité amicale. C'est sans doute le meilleur rôle de Steve McQueen qui ne s'est jamais autant investi dans un personnage qui lui tenait particulièrement à cœur. Je n'arrive toujours pas à comprendre aujourd'hui qu'il n'ait même pas obtenu une nomination aux Oscars. Robert Redford a eu la sienne pour L'Arnaque, alors que ce n'est pas la prestation la plus marquante de sa filmographie. McQueen est bouleversant dans la scène où il implore le gardien après que celui-ci l'ait plongé dans le noir total pendant des semaines pour avoir refusé de dénoncer Degas. I'm trying. I can't remember. Honest to God, I can't remember. It's not there, Mr. Prosecutor. Oh, no, it's not there. No. Papillon est une œuvre immersive avec une atmosphère incroyable. On est transporté dans cet environnement hostile et quand bien même on regarde le film en salle ou confortablement installé devant sa télévision, on ressent toute la chaleur et l'humidité comme si nous étions sur place. Le film alterne les scènes éprouvantes et des moments plus légers ou amusants, comme la chasse aux papillons, la tentative de capture du crocodile, ou encore le passage où notre héros est recueilli par une tribu indigène dans un lieu paradisiaque. Un contraste saisissant par rapport à ce qui a précédé. C'est évidemment un choix de Schaffner qui tient à nous faire ressentir les émotions vécues par son personnage, souffrance puis espoir, même si celui-ci sera de courte durée. Certains critiques ont trouvé le film trop long. Alors certes, le rythme est lent, mais pour ma part, je ne me suis jamais ennuyé même après plusieurs visions. Schaffner était un réalisateur qui n'hésitait pas à prendre son temps pour créer très soigneusement l'ambiance et les rythmes des personnages. Sa mise en scène est intelligente et inventive, tout en restant discrète. Il y a par exemple ce mouvement de caméra vertigineux où Papillon, victime d'hallucinations, court au ralenti dans une rue déserte entourée d'arbres dénudés vers ses deux compagnons de bagne. Papillon est au final un drame poignant sur le courage, la persévérance et la force du caractère humain. Une œuvre parfois dure, parfois violente, comme cette scène où un prisonnier passe sous la guillotine, certes montrée hors champ, mais filmée et montée de telle façon qu'elle donne l'impression d'avoir assisté à l'innommable en direct. Ce qu'on retient surtout du film, c'est l'émouvant duo formé par Dustin Hoffman et Steve McQueen et la magnifique musique de Jerry Goldsmith. Un classique donc, mais aussi, j'ose le dire, un chef-d'œuvre. Listen, my friend. You owe me nothing. Tell me what you want. A boat? I should have known. La copie Blu-ray éditée par TF1 Vidéo est une version remasterisée, ce qui permet de découvrir et redécouvrir le film dans d'excellentes conditions. Les contrastes sont parfaits, ainsi que la colorimétrie et la luminosité. Seules quelques scènes de nuit sont légèrement bruitées, mais rien de méchant, surtout pour un film qui a près de 50 ans. Le Blu-ray est malheureusement devenu difficilement trouvable, sauf à un prix prohibitif, comme sur Amazon où il est vendu à 59 €. C'est limite du vol.
Il faudrait alors chercher plutôt du côté de l'occasion ou sur les plateformes de streaming. Ou sinon en import, mais à vérifier s'il y a bien des sous-titres français si vous n'êtes pas parfaitement bilingue. Pour l'édition DVD, c'est plus abordable, mais je ne peux pas vous dire si elle contient la version remasterisée. J'avais évoqué les scènes coupées pour la sortie française. La version intégrale est bien sûr disponible sur les deux supports, mais il n'y a évidemment pas de VF sur ces quelques scènes. Elles sont en revanche sous-titrées en français. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, et je vous dis à très vite pour un autre film tout public interprété par un génie de la comédie. Bye bye.